Bienvenue dans le débat de France 24. C'est donc parti ici en France pour 3 mois de grève, perlée comme disent les syndicats de la SNCF. 36 jours d'arrêt de travail au total, c'est déjà beaucoup, mais étalé en plus dans le temps à raison de 2 jours sur 5. Conséquence, le trafic ferroviaire était très perturbé aujourd'hui avec des trains au compte-gouttes. Et pour cause, la SNCF est en situation de monopole ici en France. C'est précisément cela que le projet de réforme remet en question avec l'ouverture à la concurrence et le changement de statut pour la SNCF et ses agents. Un changement bienvenu ou bien le début de la fin pour les usagers? On en débat avec ici même à mes côtés Emmanuel Ducrot, vous êtes journaliste économique à l'Opinion. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci également à Benoît Martin, secrétaire général de l'Union départementale CGT de Paris. Merci à vous deux d'avoir accepté de débattre. Merci. Bonsoir. Écoutez d'abord ce qu'Édouard Philippe a dit à propos de cette grève, c'était cet après-midi à l'Assemblée nationale. Je respecte les grévistes. Ils ont le droit de grève. Et aucun d'entre nous ici n'accepterait que ce droit de grève ne soit mis en cause. Mais reconnaissez avec moi, monsieur le député, que si les grévistes doivent être respectés, les millions de Français qui veulent aller à leur travail, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent aller travailler, doivent également être respectés. Que les millions de Français qui veulent se déplacer doivent également être entendus. Benoît Martin, 36 jours de grève étalés sur 3 mois, c'est fait pour occasionner la gêne maximale aux usagers, comme le dit le Premier ministre. C'est un mouvement de grève alterné qui innove effectivement dans sa pratique, dans sa conception. C'est quelque chose, oui, qui a pour finalité effectivement de peser sur le cours des événements et de créer un rapport de force, bien entendu. Emmanuel Ducrot, le soutien des Français pour l'instant est minoritaire dans l'opinion, mais il progresse. D'après un sondage IFOP paru dans le journal du dimanche, 53% des Français interrogés estimaient plutôt que la grève n'est pas justifiée, contre 46 qui pensent le contraire. Il n'était que 42 à la mi-mars. Est-ce que les lignes peuvent bouger d'après vous? C'était ce qu'on avait vu en 1995, où lorsque la réforme d'Alain Juppé avait été publiée dans son contenu, en tout cas dans les journaux, beaucoup avaient salué, y compris, on s'en souvient, la patronne de l'époque de la CFDT, Nicole Notat, et puis ça s'était retourné ensuite, durant la grève. 95 n'est pas 2018, et en 2018, on avait un mouvement qui était beaucoup plus large, parce qu'il touchait les retraites, finalement, de tous les Français, au final. Là, on a quand même une réforme qui concerne uniquement la SNCF. Je ne suis pas certain qu'après 3 mois de grève par intermittence, alors on dit 36 jours de grève effective, il faut rajouter tous les jours suivants les périodes de grève qui sont généralement des jours de désorganisation. C'est-à-dire que pour remettre le trafic en place après 2 jours de grève, ça prend au moins une demi-journée, voire les 3/4 de la journée. Donc ça veut dire beaucoup de panique, d'embêtement. En plus là, avec ce rythme, 2 jours de grève, 3 jours de travail, etc., ça va devenir très très difficile pour les gens de prévoir simplement leur déplacement. D'autant qu'au préavis qui a été déposé par la CGT, l'UNSA, la CFDT, il y a le préavis de Sud qui s'ajoute. Le préavis de Sud est illimité, c'est-à-dire que Sud peut se mettre en grève à tout moment, à condition de l'avoir déclaré 48 heures à l'avance. Ouais. Ça rajoute encore un peu des hypothèses. Je ne suis pas certain que les Français soient aussi enclins à soutenir les cheminots qu'ils l'étaient en 95, parce que le service s'est beaucoup dégradé, parce que les trains prennent de plus en plus de retard, et ça, les chiffres le montrent. Voilà, le service n'est plus ce qu'il était. Les Français en souffrent, notamment en Ile-de-France. Je ne suis pas certain que ça peut prendre dans l'opinion publique. On va prendre les problèmes les uns après les autres. Je vais vous laisser répondre, Benoît Martin. Mais sur le fond, il s'agit, comme s'y était engagée finalement la France auprès de l'Europe, d'ouvrir le marché du rail à la concurrence. Dès la fin 2019, dans toutes les régions, hormis l'Île-de-France, l'ouverture sera ensuite étendue au TGV l'année suivante, puis à partir de 2023, aux lignes existantes en Île-de-France. Est-ce que c'était pas inévitable, ça? Alors, c'était connu à l'avance, c'était programmé. Mais ce n'est pas convenable pour autant. Tout à l'heure, vous avez dit qu'en 95, il y avait un monopole, Le monopole, il est aujourd'hui sur le rail. Oui. Plus tout à fait, quand même. Oui. Sachez quand même que sur les 4 activités de la SNCF, 3 ne bénéficient plus du monopole. Oui, tout à fait. Le fret international, le fret je en parle France. effectivement, et puis la SNCF Mobilité et le rail. Là, aujourd'hui, ces 2 activités, c'est bien Donc, soyons précis. Un monopole pour la SNCF, le transport voyageur. Et si on faisait l'évaluation justement de l'ouverture à la concurrence du fret, par exemple, avant d'aller plus loin dans la déréglementation, dans l'ouverture de la concurrence au transport des voyageurs, pourquoi n'a-t-on pas fait déjà l'évaluation de ce qui s'est passé sur le fret? Oui. Alors c'est vrai, c'est quand même une question qui... L'évaluation est très contrastée.
Oui, c'est vrai. Emmanuel Ducrot, vous êtes d'accord, ça n'a pas été franchement une réussite, cette ouverture du transport de marchandises. Mais je serais la concurrence dans le transport de marchandises, dans le ferroviaire. Je serais beaucoup plus nuancée. Ça n'a pas été une réussite parce que le réseau n'est pas à la hauteur et que la SNCF se retrouve à payer beaucoup de pénalités aux opérateurs qui utilisent son réseau parce que il y a des retards, parce que les sillons ne sont pas là. Enfin, les conditions de la vraie concurrence sur le fret, elles ne sont pas là parce que l'infrastructure n'est plus au niveau. Notre infrastructure de transport, elle a vieilli, elle a 30 ans de moyenne d'âge, elle a besoin de milliards d'investissements. Et sans ça, on ne peut pas garantir une concurrence. Ce sous-investissement... Alors, non, mais je vais justement poser une question et je pense que vous rebondirez derrière. Mais ce sous-investissement, est-ce qu'il ne risque pas justement de s'accentuer avec l'ouverture à la concurrence? C'est ce qu'on a pu constater dans certains pays, le Royaume-Uni ou l'Italie par exemple. Même la Suède, qui est parfois citée en exemple, on voit aussi des niveaux de vétusté qui s'accentuent. C'est pas le cas de l'Allemagne en revanche. Alors, c'est pas le cas de l'Allemagne. Pour le Royaume-Uni, on peut sortir d'entrée de jeu le Royaume-Uni du périmètre des comparaisons parce que le Royaume-Uni a fait le choix de privatiser son réseau. Ce qui n'est pas le cas en France. Il n'en a jamais été question. Donc le rail restera la propriété de la SNCF. De l'État. Le rail reste la propriété public. de l'État. C'est un bien public. On considère que c'est une infrastructure. Ça reste donc dans les mains de l'État. Ça pose la question de la dette. Ça pose la question de la dette. On va en parler. Il n'est pas question d'une privatisation de la SNCF. On est bien d'accord. Il est question d'une ouverture à la concurrence. Je ne suis pas d'accord, non. Alors justement, pourquoi vous dites-vous privatisation? Écoutez, c'est un phénomène global qui est engagé depuis au moins 35 ans dans notre pays et pas que en France. Je pense que tous les gens qui nous écoutent savent très bien qu'il y a trois choses qui se passent principalement un peu partout dans tous les pays. Voilà, c'est des attaques sur le code du travail, des privatisations des services publics et des attaques sur la protection sociale, assurance maladie, régime de retraite. Mais là, le gouvernement ne dit pas nationalisation, il parle le gouvernement ne dit pas privatisation, il dit regroupons SNCF, la direction, SNCF Mobilité, c'était à l'activité transport de voyageurs, et SNCF Réseau les rails au sein d'une même entreprise, une société nationale à capitaux publics dont les titres ne seront pas cessibles. Ce n'est pas une privatisation. Alors, ces trois EPIC ont été créés il y a quelques années. L'établissement public à caractère industriel et commercial. Et donc, on revient en arrière aujourd'hui. C'est un regroupement, c'est pas une privatisation. C'est une bonne idée de vouloir réintégrer en une entreprise unique. Ça, je le dis clairement. Mais la transformation en société anonyme, on ne change pas. Il ne s'agit pas d'une société anonyme. Il s'agit d'une société nationale à capitaux publics. Ce n'est pas la même chose. Oui. Non, mais on sait très bien ce qu'il y a derrière, partout. Vous prêtez des intentions au gouvernement, vous le savez. Mais absolument. Il y a des éléments concrets, tangibles qui vous permettent de le dire. Mais c'est la marche de l'histoire libérale de ces dernières années, bien entendu. Dès que ce sera suffisamment rentable, il y aura une ouverture du capital au privé, bien entendu. C'est fait pour ça. Le problème, alors si on s'en tient à ce que dit le gouvernement, on est sur une société nationale à capitaux publics. Et ces rumeurs-là, enfin, ces anathèmes, parce qu'il s'agit de ça, sont systématiquement démentis. Alors on va écouter peut-être Édouard Philippe d'ailleurs à ce sujet, et puis on reprendra après. Cette réforme n'a pas pour objet de privatiser la SNCF. Elle n'a pas pour objet de fermer des petites lignes. Elle n'a pas pour objet de revenir sur le statut pour ceux qui sont au statut. Mais elle a pour objet, monsieur le député, de sortir de ce statu quo, de faire en sorte que demain, dans un monde ferroviaire ouvert à la concurrence, la SNCF puisse être efficace, puisse être compétitive, puisse apporter un service de qualité à l'ensemble des usagers. Emmanuel Ducrot, pourquoi ouvrir le marché du transport ferroviaire en France à la concurrence, obliger de changer le statut de la SNCF et de regrouper notamment ces trois activités qu'on avait pourtant séparées déjà sous l'influence de l'Europe? Parce qu'il faut mettre la SNCF en situation d'être agile dans cette concurrence qui s'annonce. C'est-à-dire que quand vous avez des nouveaux entrants sur le marché, ça vous bouscule forcément. Ils n'ont pas, par exemple, tous les coûts de structure, d'infrastructure de la SNCF qui sont extrêmement lourds pour les lester. La SNCF, c'est quand même une entreprise qui a beaucoup grossi. On a notamment dans un épique de tête qui est totalement surdimensionné, qui coûte extrêmement cher pour on ne sait pas trop quoi faire. Et donc, il faut remettre la SNCF dans des conditions de compétition. C'est comme si vous couriez à 100 mètres avec 50 kilos de trop. Enfin, mais ça veut dire sans la garantie de l'État ? Mais non, l'État reste la garantie de la SNCF. Est-ce que ça ne fausse pas la concurrence, ça ? C'est le cas dans tous les pays d'Europe, mais simplement il faut que les règles soient les mêmes pour tous. C'est ça la concurrence. Ça ne veut pas dire l'État est pas là ou pas là au capital. Ça veut dire que les règles sont les mêmes pour tous. Et le statut des cheminots, on le sait, dans cette ouverture à la concurrence, il est en défaveur de la SNCF.
et il est par conséquent en défaveur de ses salariés. Ça paraît bizarre de le dire comme ça, mais si on compare les coûts de la SNCF, ce que ça coûte de l'exploiter, en comparant avec la Deutsche Bahn, la SNCF coûte 30% plus cher en coût d'exploitation. Oui. Ce sont des chiffres qui sont... Non, c'est des fake news, ça. Non, c'est pas des fake news, ce sont les chiffres. Alors, je vais donner mes sources. Ce sont les chiffres de l'ARAFER, et ce sont donc l'ARAFER qui est l'autorité indépendante de régulation du transport. Vous pouvez la remettre en cause, c'est une autorité indépendante. Et ce sont aussi les chiffres du rapport Spinetta, et ce sont des chiffres qui sont globalement admis par les économistes des transports. Alors, la direction, elle, dit très exactement que le coût lié au statut de cheminot représente un tiers des 30% de surcoût par rapport à la concurrence. Oui, c'est ça. Ouais. Et alors, donc c'est pas la totalité, c'est un tiers des 30% de surcoût. Dans ces 30% de surcoût, on peut les diviser en 4 quarts. Il y a un quart qui est le coût de l'infrastructure de la SNCF. Il y a un quart qui est le coût du statut. Un quart qui est le coût des rigidités de l'entreprise en termes d'organisation. Et le quart suivant qui est également... Attendez, c'est le manque de polyvalence des agents. Voilà. C'est ça, les 3 quarts de la différence. Donc un quart, le statut. Benoît Martin, le statut de cheminot représente actuellement 131 000 personnes sur les 147 000 employés de la SNCF. Autrement dit, on est effectivement sur plus de 80%. Enfin, c'est très important. Ce que dit aujourd'hui la direction, il ne s'agit pas de remettre en cause le statut de cheminot, sauf évidemment pour les personnes qui seront embauchées à l'avenir, mais en tout cas pour ceux qui sont aujourd'hui au sein de l'entreprise et qui bénéficient de ce statut, ils bénéficieront de ce qu'on appelle le sac à dos social. Autrement dit, dans le cadre de cette ouverture à la concurrence, la perte de contrat par la SNCF qui obligerait des cheminots à passer dans d'autres entreprises ferroviaires leur permettront de porter avec eux un certain nombre de droits, qu'il s'agisse du niveau de rémunération, de leur statut de l'emploi à vie et également de leur niveau de retraite, de leur régime spécial de retraite, comme on dit. Est-ce qu'on ne sauvegarde pas là l'essentiel ? Alors, sauvegarder l'essentiel, ce serait de continuer à embaucher au statut les nouveaux embauchés, dans le nouveau contexte. Et donc ça c'est pas prévu. Donc on va être dans une extinction un petit peu d'une. Il y a encore de la marge. 131 000 personnes sur 147 000. C'est quand même l'écrasante majorité aujourd'hui des agents de la SNCF. Mais pour qu'un statut vive, c'est un organisme vivant. Un statut, il faut qu'il y ait du sang neuf qui arrive. Il faut qu'il y ait des embauches de jeunes. Sinon ça ne veut plus rien dire. Au niveau des carrières. Donc vous vous battez pour les prochains, pour les nouveaux entrants, et non pas pour les cheminots aujourd'hui dont vous savez que le statut est protégé, c'est ce que vous dites. On se bat pour tout le monde, mais vous parlez de compétition, Madame Ducrot, vous n'avez que ce mot à la bouche, on est pour la coopération. Coopération, il faut que l'État, la SNCF intégrée, que nous souhaitons, et puis les équipementiers tels que Alstom, etc., travaillent ensemble pour répondre aux besoins de la population. C'est ça un service public. Depuis des décennies, les cheminots ont réussi à faire preuve d'adaptabilité, ont travaillé à l'égalité de traitement sur tout le territoire pour tous les usagers du rail, et puis aussi on fait preuve d'une grande continuité de service, un grand investissement pour assurer une continuité de service, et c'est ça le service public à la française. C'est ça que vous contestez apparemment. Les Français peuvent comprendre aujourd'hui qu'un conducteur de train parte à la retraite à 52 ans, et surtout qu'un sédentaire à la SNCF puisse partir à la retraite à 57 ans. 57 ans, oui. Oui, c'est un bon âge. Pourquoi ? Et alors, attendez, on ne peut pas en rester là. Développer le rail, je sais pas, il y a peut-être un accord quand même au moins là-dessus. Il faut bien développer le rail, ne serait-ce que par rapport à l'émission de dioxyde de carbone, de dioxyde de soufre et d'azote, par tout ce qui est sur les routes, les camions comme les voitures. Et donc, il faut bien... C'est un enjeu de service public, pas seulement, un enjeu de société, et de santé publique. Alors, je voudrais dire que la meilleure façon de développer le rail, les expériences d'ouverture à la concurrence dans les autres pays européens le montrent, c'est justement la concurrence. Ça se traduit en moyenne par une augmentation de 30% des flux de trains. C'est-à-dire que Donc il n'y a pas de diminution d'activité? Non, absolument pas. Les opérateurs historiques, en moyenne, dans toutes les observations, là encore, ce sont les observations de l'ARAFER qui s'est livrée la semaine dernière à une analyse très poussée des conséquences de l'ouverture à la concurrence dans les pays européens qui sont à divers stades d'avancement. Ça se traduit par plusieurs choses. D'une manière générale, l'opérateur historique perd à 10 à 15% de part de marché.
mais sur un volume de train qui augmente. Ça se traduit généralement par une hausse du prix des billets. Et ça, il faut le savoir. C'est une hausse du prix des billets, mais parce que les collectivités locales qui sursubventionnent les billets le font généralement moins. Et ça se traduit par l'augmentation de la part modale du train. Donc tout le monde y gagne. Parce que les offres sont plus riches et que ça provoque un retour des usagers vers le train, alors que là, ils le boudent. Quand vous êtes un usager en Île-de-France et que vous avez le choix de faire autrement que de prendre les lignes de Transilien, vous le faites, parce que votre vie est un enfer. Le service public n'est plus assuré sur ces lignes-là à la SNCF. Malheureusement. J'imagine que Benoît Martin n'est pas d'accord. Je voudrais quand même... Sur le sous-investissement, je serais assez d'accord avec vous. La question de la dette, parce que c'est évidemment lié au sous-investissement. Lorsqu'on porte une dette qui s'établit aujourd'hui à plus de 50 milliards d'euros, 45 millions pour le seul réseau, 45 milliards pardon pour le seul réseau, et qu'elle va dépasser les 62 milliards en 2026. Est-ce que l'État a la possibilité aujourd'hui de porter cette dette? Pour l'instant, on ne sait pas qui va récupérer cette dette. Est-ce que ça vous inquiète ou pas? La dette est élevée, c'est une fois et demie le chiffre d'affaires, oui, c'est un ratio qui est élevé. Et donc, il faut, c'est ce qu'on propose à la CGT, transférer la dette à l'État. Et l'État doit prendre ses responsabilités, justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, la promotion du rail face à la route, car elle est plutôt là, la concurrence, en fait. Emmanuel Ducrot, c'est à l'État de prendre en charge ce coût d'infrastructure, cette dette qui a été laissée donc par une certaine mesure. Réseau Ferré de France. Alors, la dette n'est pas celle de Réseau Ferré de France. Il faut savoir que l'État fait depuis 40 ans n'importe quoi avec la SNCF. Soyons très très clairs. L'État a agi avec la SNCF comme si c'était une marionnette. On lui a fait faire tout et n'importe quoi, construire des lignes de TGV dans tous les sens pour faire plaisir aux baronnies locales. Résultat, ça a grevé la dette. On a lesté Réseau Ferré de France d'une partie de la dette qui était de la dette d'État pour entrer dans les critères de Maastricht. Donc c'est à l'État d'assumer sa mauvaise gestion. Donc l'État doit assumer une partie de sa mauvaise gestion. L'État, c'est le contribuable. C'est nous. Malheureusement, vu l'état des finances publiques, on ne peut pas prendre en charge toute cette dette. Ou alors il faut qu'il y ait des contreparties à la SNCF pour s'assurer que cette reprise de la dette sera contrebalancée par des efforts qui vont permettre à la SNCF de prendre en charge elle-même ses investissements et de ne pas s'endetter de nouveau, ce qui serait quand même complètement contre-productif. Merci beaucoup Emmanuel Ducrot, merci à vous Benoît Martin d'avoir accepté de débattre. C'est la fin de ce débat, restez avec nous à suivre un nouveau journal sur France 24.